Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du CIMA à Paris-Norville-Pinte. Alors on va étudier la question suivante. Est-ce que le machinisme agricole, est-ce qu'il est trop réglementé? Est-ce qu'il est surréglementé même, je dirais? J'accueille Patrick Perrard. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes constructeur et vous représentez aussi en tant que président donc l'ACSEMA. L'ACSEMA c'est Le syndicat des industriels de l'agroéquipement. Voilà, juste à vos côtés, René Hautelet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc conseiller technologique donc, pour le jury, donc le CIMA Innovation Award. Et puis juste à ma gauche, j'ai Rana Pias, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération nationale des entrepreneurs du territoire. Combien d'entrepreneurs aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes à peu près 25 000 entrepreneurs sur le secteur agricole et forestier en France, avec 85 à 90 000 salariés. Très bien. René Hautelet, dans Power Boost, pas de tabou. Est-ce qu'aujourd'hui, la réglementation grève les coûts de production des agriculteurs? Et un exemple. Je vais vous répondre, non pas en tant que conseiller technologique innovation, mais en tant que consultant indépendant auprès d'un certain nombre de constructeurs pour toutes les questions d'homologation routière nationale. Et la réponse, sans équivoque, c'est oui. Je donne un exemple très précis. Il vient de sortir un règlement européen, on peut le citer, c'est le 2015-68, qui dit qu'en 2019, 1er janvier 2019, tous les nouveaux types tracteurs qui seront homologués au niveau de l'Europe seront en freinage double conduite. Et au 1er janvier 2020, c'est tous les tracteurs neufs. Ce qui veut dire que nos agriculteurs, lorsqu'ils vont acheter leur tracteur neuf en 2020, c'est demain, eh bien, ils vont vouloir atteler l'appareil de travail du sol, quelle que soit la marque. Et ils vont appeler le concessionnaire en disant je branche où ma canalisation, ma simple canalisation de freinage hydraulique? Tu la branches plus nulle part. Tout simplement parce que 95% de notre parc de matériel remorqué, il est en freinage hydraulique simple conduite, il est homologué, il est parfaitement en règle, mais on ne pourra plus le brancher sur les tracteurs. Ce qui entraîne un surcoût, il va falloir mettre des kits. Qui le fera? Soit le constructeur de tracteurs qui va mettre de la double conduite hydraulique qui n'existe pas. C'est du développement, or c'est demain. Soit les équipementiers qui vont mettre un petit kit d'adaptation, ou bien l'agriculteur qui va lui-même faire modifier par le réseau son freinage automatique. Allez, des petits chiffres. Le kit, il n'y a pas beaucoup de kits en dessous de 1 000 €. Mettons 1 000, 2 000 €. Il y a 3 matériels au minimum par agriculteur multiplié par 400 000 agriculteurs. J'arrive à 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros, c'est en gros ce que demande la Ferme France, enfin le syndicalisme, pour regagner la compétitivité. Tout ça parce que quelqu'un a pensé qu'il fallait un double système. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que, alors, quand j'ai posé la question, on me dit, mais les agriculteurs, je dis bien les agriculteurs, ils veulent rouler à 50, ils veulent rouler à 60 avec leur tracteur. Moi, je réponds, mais j'en connais, oui, j'en connais 10%. Peut-être, c'est ceux qui... Allez, je vais être ceux qui gagnent vraiment de l'argent avec l'agriculture en France. Ceux-là, ils veulent rouler à 60. Effectivement, il leur faut des systèmes de freinage efficaces, contrôlés et performants. Mais tous nos agriculteurs qui veulent faire du direct, qui veulent faire des circuits courts, mais ils étaient très bien avec le petit tracteur 25 à l'heure, avec sa conduite à simple conduite hydraulique. Avec le Macaron 25. Mais ça veut dire qu'on va à l'inverse de ce que souhaite par exemple le ministre de l'Agriculture ou l'Europe même. La capacité à pouvoir avoir aussi des petites exploitations qui peuvent vivre de façon locale. Tout à fait, j'affirme que là, ce règlement européen, il favorise l'agriculture industrielle, entrepreneuriale, mais absolument pas l'agriculture, je dirais, qui veut survivre, qui veut se maintenir sur le territoire, qui veut faire du circuit court. Et vous savez, dans les années 70, quand j'étais étudiant, on me parlait d'une future agriculture à 2 vitesses. Il y avait celle qui allait se développer industriellement, puis celle plus proche. Eh bien, l'agriculture à 2 vitesses, moi je l'aurais bien vu aussi pour les tracteurs. C'est-à-dire, on aurait pu foutre la paix à nos petits tracteurs 25 à l'heure, 40 à l'heure, qui font de mal à personne et qui n'ont jamais créé d'accident.
Stéphane Le Foll, il faut de la souplesse en matière de réglementation. Patrick Perrard, votre avis? Je dépasserai un petit peu la notion de la conséquence sur l'utilisateur. Parce qu'elle a des inconvénients que vient de citer René qui sont absolument réels, mais il y a aussi des avantages. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, vous avez une norme qui s'appelle la directive machine qui concerne tout ce qui est sécurité, qui existe depuis 1976 et qui est une norme européenne. C'est-à-dire que quel que soit le pays, quel que soit le constructeur dans n'importe quel pays, il est obligé de construire sous cette directive. Effectivement, il y a la notion de transport qui est beaucoup plus compliquée car chaque pays a ses prérogatives. Nous avons évidemment l'Allemagne qui sont les premiers qui roulent les plus rapides et puis vous avez les autres pays dont certains qui roulent à 25 encore aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce que cherche aujourd'hui, puisque nous sommes quand même en Europe, qu'est-ce que l'on cherche aujourd'hui? C'est avoir une harmonisation de la circulation européenne. Donc ça voudrait dire que demain, tous les tracteurs devraient pouvoir rouler à une vitesse de 50 ou 60 km/h. Alors effectivement, l'agriculteur ou l'entrepreneur français, mais ce n'est pas moi qui peux en parler, je pense que Gérard peut le faire bien mieux que moi, je pense que demain, il devra pouvoir décider. Mais une chose est certaine, c'est que l'harmonisation est quelque chose d'indispensable pour simplifier et surtout pour permettre une compétitivité identique selon les produits. Et pour moi, donc, ça n'a pas qu'un côté négatif. Alors, il y a un surcoût, c'est évident, puisqu'on en demande plus aux machines, donc obligatoirement, ça va coûter plus cher. Maintenant, est-ce que ce surcoût ne va pas être également lissé dans le fait de construire toujours les mêmes produits, dans le fait de pouvoir commercialiser des machines en France, comme en Allemagne, comme en Italie, qui auront exactement les mêmes contraintes. Imaginons aujourd'hui qu'un tracteur qui roule en France ne peut pas rouler en Belgique, en Angleterre, en Allemagne. C'est pas cohérent, nous sommes en Europe. On marche sur la tête. Gérard Alpias. Oui, on marche sur la tête. Alors je suis partagé entre René et Patrick. Pourquoi on parle de normes européennes. Arrêtons de dire normes européennes. Elles sont voulues par les États. Et si la France ne l'avait pas voulu, elle n'y serait pas la norme. Et c'est vrai que ces normes européennes, elles passent par un vote. Alors maintenant, je comprends ce que tu dis, Patrick. Mais derrière, aujourd'hui, un engin de Belgique peut rouler en France et la France ne peut pas rouler en Belgique. On a des problèmes avec certains matériels. De rouler des obligations qu'il y a, les contraintes qui sont en France ne sont pas les mêmes en Allemagne, ne sont pas les mêmes en Belgique. On a ce souci-là. On est déjà très, je dirais, contraint au niveau français pour la circulation. On a pu permettre, les derniers textes Macron et compagnie ont débloqué certaines situations. Mais il faut faire attention, si on fait bouger le curseur de la vitesse, si on fait bouger les curseurs, que cela soit... Alors la vitesse, c'est un problème, parce que là, il y a tous les permis qui sont derrière, il faut vraiment faire attention à tout ça. On parlait des freins, mais c'est vrai que ce sont des charges supplémentaires que nous avons pour les utilisateurs. Bien entendu, si un frein lâche, il y aura l'autre. Oui, c'est une vocation sécuritaire, mais derrière ce coût qu'on entraîne, le changement de matériel, on aura le tracteur nouveau avec de l'hydraulique et du pneumatique, on aura la remorque qui ne pourra pas l'avoir, il faudra changer la remorque. Je comprends, Patrick, ça va faire du chiffre d'affaires, mais derrière, nous, les utilisateurs, nous qui sommes prestataires de services, eh bien, il va falloir le traduire, et c'est la ferme agricole qui va payer ça, et déjà qu'elle est contrainte à des frais vraiment supplémentaires et des rendements, ou du moins des viabilités d'exploitation qui sont très, très remises en cause, on se fait les mauvais sangs. Surtout aussi, quand on a ces contraintes sécuritaires, ces obligations d'avoir, c'est qu'à partir du moment où on n'a pas, on est pénalisable. Et il y en a marre aussi de se faire arrêter sur la route avec des soi-disant PV que l'on pourrait avoir, alors que on se sent bien dans notre peau. C'est vrai que toutes ces contraintes vont nous obliger, mais surtout, on a toujours peur de l'amende qui est derrière, parce qu'on ne pourra pas, d'un seul coup, être homologué dans les fameux textes de 2019. Et c'est encore pire, puisqu'il y a quelque chose, pas de tabou entre nous.
concrètement, un tracteur avec un outil derrière, il pourrait être arrêté tout le temps au bord de la route si la maréchaussée était zélée? J'ai un exemple qui est plutôt... c'est tellement ubuesque. Prenez effectivement un agent chargé de la circulation en France, hein, le gendarme qui ferait tout simplement son boulot. Imaginez qu'il arrête un convoi agricole et il se contente tout simplement de lire les plaques constructeurs qui sont les plaques de réception qui sont sur le tracteur et sur l'outil. Vous allez courir après cette émission, vous allez courir dans votre cour de ferme et vous allez lire les plaques et vous n'allez plus rire du tout. Sur une plaque de tracteur qui est en homologation européenne, il y a la phrase suivante: charge maximum remorquable non freinée égale 3000 kg. Sur tous les tracteurs vendus en Europe. C'est écrit en allemand, en anglais, en français, suivant la marque. Et nous, depuis le 12 janvier 2006, depuis plus de 10 ans, nous avons homologué l'intégralité de notre parc remorqué selon des textes inspirés de textes européens, j'allais dire. Et nous avons le droit d'homologuer des machines remorquées jusqu'à 6 tonnes sans frein, c'est-à-dire 3 tonnes 5 sur les essieux, 3 tonnes sur l'attelage. Notre gendarme, il va lire la plaque du véhicule qui se trouve derrière. Il voit PTAC, tout le monde sait lire PTAC, surtout un gendarme. Il voit 6 tonnes. Et en passant vers l'essieu, il voit que c'est un essieu sans frein. Ça se voit, il y a un tambour ou il n'y a pas de tambour. Mais monsieur, vous avez un véhicule non freiné à 6 tonnes et le tracteur, il peut remorquer que 3 tonnes. Vous vous garez sur le bord. J'affirme que 100% des convois agricoles peuvent être arrêtés du jour au lendemain et il n'y a aucune solution réglementaire pour les faire redémarrer. Ça vous donne la portée des réglementations lorsqu'elles sont, parallèles. Allez-y. Et moi je dis à mes adhérents, surtout, mettez-vous un maximum d'éléments dans le tracteur qui prouvent votre bonne foi et votre droit de rouler sur les routes. Parce que les gendarmes, écoutez, ils sont très compétents, mais ça bouge tout le temps. Comment voulez-vous qu'un gendarme qui a arrêté un tracteur par rapport à une certaine chose il y a 2 ans, il le réarrête maintenant, mais ça a été modifié. Il faut qu'on justifie qu'on est dans notre droit et cela marche. Parce que les pauvres gendarmes, et je ne veux pas leur jeter la pierre, au contraire, ils ne peuvent pas être au courant de tous les textes nouveaux qui peuvent sortir et qui permettent de circuler dans certaines conditions. Patrick Perard. Oui, enfin, je voudrais apporter un petit bémol quand même, parce que une machine qui a été homologuée et vendue avant la modification de la législation a tout à fait le droit de rouler dans l'état où elle était dans son lieu de départ. On n'est pas tenu aujourd'hui de remettre tous les ans à niveau les machines, même les vieilles machines, sinon on n'en sort plus. Alors là, je vous rejoindrai complètement. Je pense par contre que dans la création des produits neufs, de créer des produits qui soient le plus harmonisés possible, à mon avis, n'est pas une dépense exorbitante. Et on parle de vitesse, mais il n'y a pas que la vitesse, il y a les largeurs de travail également. Il y a les poids sur les relevages, il y a toutes ces contraintes-là, et on ne parle pas des contraintes moteurs qui sont encore d'autres beaucoup plus coûteuses. Mais je crois que cette harmonisation, elle doit se faire au niveau de l'Europe, elle doit se discuter de façon très forte. Et c'est vrai que nous demandons à nos constructeurs d'intervenir auprès du SEMA le plus souvent possible, de manière à essayer de peser sur la balance et puis de ne pas se faire mettre toutes les législations qui peuvent être réclamées, mais au moins avoir quelque chose de cohérent, de plein de bon sens et qui permette à la fois d'être en sécurité pour le meilleur coût possible. Voilà. Troisième réglementation que l'on souhaitait mettre en avant, ou plutôt on pourrait dire troisième incohérence, les DREAL. C'est vrai qu'il y a au niveau donc national, normalement, une homologation, sauf qu'en France, elle est régionale. La DREAL, c'est la direction régionale. Ce que vous dites, René Autelet, c'est que quelque part, c'est des baronnies. C'est-à-dire que si on est constructeur dans une région donnée, qu'on a une DREAL qui est réactive, qui fonctionne bien, ça va bien. Si par contre on veut s'adresser à une autre DREAL, on vous renvoie vers la DREAL locale. Or,
dans le texte réglementaire, il peut y avoir plusieurs interprétations. Donc selon qu'on est dans l'Aquitaine ou selon qu'on va être dans une autre région, on peut avoir une interprétation différente. Et ça tue peut-être la petite industrie française. Parce qu'un constructeur étranger, lui, il va choisir la DREAL qui est la plus adaptée à sa possibilité d'homologuer. Celui qui est dans une région donnée, il doit faire avec la DREAL de sa région. C'est bien ça ? Absolument. Tout est parfaitement expliqué, clair. Un constructeur étranger appartenant ou français qui a des usines un peu partout, ou un constructeur étranger appartenant à l'Union européenne s'adresse à la DREAL de son choix. Un constructeur français qui n'a qu'une implantation et qui a, mettons, 6, 10, 20 ouvriers dans son atelier, on le renvoie systématiquement à sa DREAL régionale, qui peut avoir effectivement des interprétations. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, les interprétations, elles peuvent être défendables, puisque tous les textes peuvent s'interpréter dans un sens ou dans l'autre. Seulement, ce n'est pas la même interprétation dans les autres régions. J'ai des exemples précis où des constructeurs sont tout simplement, je vais être très clair, ils sont condamnés à mort par une DREAL, parce que un jour, cette DREAL s'est aperçue qu'on pouvait lire les textes dans le sens où on ne peut pas atteler deux appareils remorqués l'un derrière l'autre. C'est bien, ça n'existe que dans cette région-là. Le constructeur a été sommé de rappeler tous ses véhicules pour faire enlever le crochet. Alors imaginez que vous ayez acheté un véhicule pour atteler la crossquillette et on vous dit qu'il faut le ramener à la fabrique. On enlève le crochet. Mais attendez, je ne l'ai pas acheté pour ça, moi. Donc, j'appelle ça un dépôt de bilan. C'est une condamnation à mort. Ça veut dire que dans les allées, d'un côté l'allée ici au CIMA, il peut y avoir un matériel qui a cette adaptation, de l'autre côté non, parce que la région n'est pas la même. J'affirme, oui, que on peut se promener ici, en particulier. J'ai des dizaines et des dizaines d'exemples d'interprétations différentes sur des systèmes d'éclairage, sur des choses. D'un côté à l'autre de l'allée, vous allez trouver des solutions qui ont été acceptées dans une DREAL, refusées par une autre. Mais attention, ça a un coût. Lorsqu'une DREAL proche, je dirais, des matériels plutôt d'origine germanique, va autoriser de mettre par exemple les feux au milieu des panneaux rayés rouge et blanc, ça permet aux constructeurs d'avoir un seul kit pour l'Europe, ou au moins pour Allemagne-France. Celui à qui on l'interdit, ça s'appelle le kit France. Le kit France, il vaut 1000, 1500 euros. Eh bien, c'est un handicap au niveau concurrentiel qui est non négligeable. Rien que sur ce petit détail, on a mis 4 ans à harmoniser les réponses de toutes les DREAL. Et dans chaque cas, c'est des années et des années. Une remarque ? Oui, mais il y a le problème des DREAL, certes, qui sont régionales avec des interprétations différentes. Mais je le vois, même au niveau des États, quand je faisais allusion tout à l'heure à un matériel spécifique, un automoteur spécifique, je tairai le nom de la marque, qui avait promis une homologation de rouler assez vite sur les routes en France, tout ça, et qui s'envoie à l'avoir, parce qu'il y a des discussions, des contraintes, tout ça. Par contre, qui est homologué en Belgique, qui est homologué en Allemagne, eh bien, l'entrepreneur français achète ce matériel. Il ne peut pas s'en servir au niveau de la route de la circulation parce qu'il n'a pas l'homologation. L'entrepreneur allemand qui a le même matériel, qui vient faire ce travail, qui circule sur les routes en France, a le droit de circuler. Le gendarme, il doit verbaliser le français et laisser passer l'allemand. Vous trouvez ça normal ? Non, pas du tout. Toute dernière question pour Patrick Perrard. Est-ce qu'on est bien représenté à l'échelon européen ? Qui décide de la réglementation ? Est-ce qu'on a des Français ou est-ce que c'est les Allemands qui font la loi ? Alors, Réponds. je vais répondre, mais je voudrais quand même donner un petit mot sur les DREAL. Il y a une réglementation, elle est française. Et cette réglementation, si elle n'est pas appliquée partout pareil, c'est parce qu'elle est interprétée différemment. Ça, c'est navrant. Je le reconnais, et je pense d'ailleurs que tout constructeur qui a ses soucis avec la DREAL vienne au moins remonter ces informations auprès d'Axema de manière à ce qu'on puisse communiquer au niveau national sur ce réel problème plutôt que qu'il essaye de régler ça à l'échelon de sa région. La représentation au niveau européenne.
La représentation de la France au niveau européen est effectivement insuffisante. Non pas par des réglementations européennes, exclusivement par l'absence des constructeurs dans de nombreuses réunions où ils ont malheureusement d'autres chats à fouetter que celui-ci. Alors je condamne en disant cela, mais il est vrai qu'aujourd'hui, dans nos entreprises, on a à faire face à tout un tas de problèmes qui sont de l'ordre administratif et réglementaire. Or, je parle réglementation européenne et agricole, et qui ne nous permettent pas forcément de dégager les moyens humains pour participer aux réunions. Et souvent de fois, on dit, ben voilà, c'est l'Allemagne qui gagne. Mais l'Allemagne, elle n'est pas mieux positionnée en Europe que la France. Simplement, nous avons besoin de défendre nos intérêts qui sont justifiés, qui correspondent à notre pays. Et je pense que cette démarche-là, il faut, au travers d'Axema, et je ne suis pas là pour faire la promotion d'Axema, mais je pense qu'on a, nous, en interne, des commissions techniques qui participent à ces réunions et qui sont constamment là en présence en disant attention, il y a tel et tel problème qui risque de surgir, battez-vous. Et c'est dans cette définition que l'on essaye de se positionner. Donc face à la réglementation qui surenchérit le coût des matériels, oriente peut-être le choix des types d'agriculture, qui crée des différentiels au niveau européen dans la compétitivité même des exploitations, qui tue certainement aujourd'hui certaines exploitations sur le plan économique, il est important de se mobiliser au travers de vos organisations. Et effectivement, constructeurs, agriculteurs, participez pour être maître de votre destin, parce que la réglementation peut vous tuer. Méfiez-vous, elle est là pour vous protéger, mais si jamais vous n'êtes pas présent dans les réunions, vous risquez d'avoir des réglementations qui iront peut-être dans un sens différent de la compétitivité de votre exploitation. Messieurs, merci beaucoup pour ce débat, très riche et très direct, je vous remercie. Et juste pour finir, je voulais dire un mot. Jean-Bernard Montalesco, qui a été justement président du jury du CIMA Innovation Award, nous a quittés en début de semaine, donc on lui rend hommage. Merci beaucoup, merci. À très bientôt. Merci à vous. Merci.